Alors, bien évidemment, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poster, à les poster justement en commentaire pour qu'on puisse vous répondre au fur et à mesure, parce qu'autrement, on risque de se perdre dans ce monument qu'on va aborder. Alors, je suis partie d'un constat assez terrible, c'est que la guerre et l'agroalimentaire, de prime abord, ça n'a pas l'air tellement en relation, mais quand on creuse un petit peu plus loin, voilà ce qu'on découvre. Alors, de tout temps, la nature humaine a préféré les armes de jet plutôt que le conflit du corps à corps, hein. C'est quelque chose qu'on retrouve d'une manière assez récurrente dans l'histoire humaine et depuis la préhistoire, justement, où on a retrouvé beaucoup de lances partout sur tous les continents, qui étaient au départ des lances qui étaient en bois, aiguisées au fond, à la pointe, si vous voulez, et qu'on faisait chauffer justement pour durcir le bois. Et donc, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière récurrente. Et avec l'avènement de la taille de la pierre, on y a ajouté même des silex qui rendaient l'arme beaucoup plus efficace. C'est comme ça que, entre autres, les hommes préhistoriques ont pu s'attaquer à des pièces beaucoup plus importantes, type mammouth. Next, voilà. Donc, l'avènement de la culture, les découvertes technologiques et autres, on est arrivé à ce qu'on appelait l'âge de fer. Et avec cet âge de fer, on a installé sur ces lances, ces bouts de bois, sur ces armes de jet, des pièces métalliques qui étaient encore plus performantes vis-à-vis donc des proies chassées et vis-à-vis des adversaires, bien entendu, puisqu'on ne s'en contentait pas que pour la chasse, on s'en servait aussi pour la guerre. Et le génie humain ne s'est pas arrêté là, puisque à cette époque-là, on a commencé à utiliser l'arc, donc avec les flèches, mais aussi l'arbalète avec les traits. Et faut savoir que jusqu'au Moyen-Âge, toutes les batailles finissaient très joyeusement avec des corps à corps, un coup de francisque, de massette, ce que vous voulez, quoi. Excuse-moi, j'étais en train de faire des petits réglages d'affichage d'images. Donc, c'est surtout donc, au XIIIe siècle qu'on est devenu de plus en plus précis dans tout ce qui était système d'attaque à distance ou de défense à distance, puisqu'on retrouve même des systèmes de tir à l'arbalète, mais avec plusieurs arbalètes sur des chariots contre-emballés. Enfin, c'est assez intéressant à regarder comment, au niveau de l'art de la guerre, l'humain fait preuve d'un génie, mais incroyable, quoi, hein. Donc, tout ça a continué d'évoluer, mais c'est au XXe siècle que c'est vraiment devenu quelque chose de beaucoup plus impactant, surtout sur nos vies actuelles. On s'y retrouve encore. Donc, Deuxième Guerre mondiale, on a tous entendu parler pendant nos études de la fameuse bombe atomique avec Julius Robert Oppenheimer, qui dirigeait le projet donc Manhattan de la création de cette bombe. Et le jour où ils ont fait le premier essai, la seule chose qu'il a pu dire, c'est « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» D'ailleurs, on arrive à retrouver sur YouTube justement des reportages où on le voit parler de la bombe atomique et on se rend compte qu'il a… Il lui-même reconnaît qu'il aurait mieux fait de s'abstenir. Donc, cette bombe atomique, aujourd'hui, c'est quand même notre première source. Donc, c'est mortel, mais c'est notre première source de production d'électricité et d'énergie aujourd'hui. Et on retrouve ça, s'il te plaît, la suite, justement avec tout ce qui concerne les armements chimiques. Attends, parce que ça ne veut pas passer. Oh, ben mince. Voilà, ça y est. Et je ne ferai pas tout le reste de tête. Hein. Ah bon? Petite joueuse. Ah non. Oui, j'assume. J'assume pleinement. Donc, en fait, c'est comme Oppenheimer n'est pas le seul brillant esprit à avoir mis du piment dans nos vies. La Première Guerre mondiale a surtout vu apparaître ce qu'on appelait fameuse gaz moutarde, donc du sulfure d'éthyle dichloré, qui a la particularité d'être ce qu'on appelle vésiculant. Donc, il crée des espèces de boursouflures partout, sur la peau, les yeux, les poumons. Donc, c'est la moindre des choses tant qu'il n'est pas mortel, ou peut-être inversement, parce que peut-être qu'être mortel, c'est peut-être mieux dans ces cas-là. Donc, on va le retrouver, normalement, il est interdit d'utiliser des armes chimiques
lors des conflits. Ça, c'est la Convention de Genève qui l'a décidé en 1925. Pourtant, dans les années 80, pendant la guerre Iran-Irak, les Daesh en particulier ont beaucoup utilisé d'armes chimiques. On retrouve le fameux zyklon B, qui est l'acide cyanhydrique. Alors, il faut savoir que l'acide cyanhydrique est quelque chose qu'on retrouve à l'état naturel dans des pépins et des amandes. C'est une manière qu'ont les plantes de se protéger contre les insectes, d'accord? Parce que quand une plante perd son fruit, qu'il tombe au sol, la coque va se décomposer et c'est l'amande qui va donner l'arbre et une autre plante. Donc, les plantes se protègent avec l'acide cyanhydrique. Mais en fait, il y a un chimiste allemand qui a eu l'idée de le concentrer en forte dose et c'est ce qui a permis de gazer nombre de juifs dans les chambres à gaz à partir du moment où on correspond, ou d'autres personnes qui ne correspondaient pas au prototype allemand décrété par la nomenclatura. Donc, il faut savoir que le zyklon B enfin ce gaz, cet acide cyanhydrique, est extrêmement soluble dans l'eau et qu'actuellement, il est toujours en usage, surtout auprès de l'industrie phytosanitaire, grâce auquel qui fabrique des pesticides utilisés, vaporisés dans les champs. Quand vous voyez en général des gens dans des tracteurs en train de vaporiser des choses et qui sont en tenue complète avec les masques, etc., c'est ce qu'ils pulvérisent sur ce que nous allons manger après. Ou boire. Moi, je suis dans une région viticole et très souvent, quand je vais me promener dans les vignes, je vois ce genre d'épandage. On appelle ça l'épandage. Oui, tout à fait. Donc, durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu pléthore de découvertes chimiques qui ont été faites et l'industrie chimique s'est évertuée et continue de s'évertuer justement à ce que ces découvertes soient toujours rentables financièrement. Et donc, toutes ces vieilles formules sont recyclées, mais on en trouve toujours des plus juteuses. Et on va commencer donc cette série de 10 épisodes par le E951. Vous connaissez tous, hein? Dis-moi, Nathalie, qu'est-ce que c'est Oui, que le E951? c'est ni plus ni moins que l'aspartame. Il ne veut pas passer, hein? Il ne veut pas gentil. Et le ouais, ouais, oh. Ça n'a pas fait l'effet que je voulais. Oh, mince alors. Alors, l'aspartame a été découverte en 65 de manière relativement fortuite, hein, alors qu'ils étaient en train de travailler sur des médicaments contre les ulcères d'estomac. Donc, ils se sont rendus compte par hasard, comme ça, en testant que, en fait, cette substance était extrêmement sucrante. Il y avait un goût sucré qui était 180 fois plus puissant que le sucre, d'accord, le sucre raffiné, bien sûr, hein. La suite, s'il te plaît. Mais ça passe pas là. Donc, Non, c'est avec ce les qui s'est flèches, passé, ça ne veut pas passer. voilà. Donc, ensuite, il y a eu des tests faits sur des singes, donc sur 7 bébés singes nourris avec du lait gonflé à l'aspartame. Il s'est avéré qu'un des singes est mort. 5 autres ont terminé dans un état grave en faisant des crises d'épilepsie. Le 7e, on n'a pas trop dit ce qu'il était devenu, en fait, hein. Donc, ça, c'était en 1967, 2 ans plus tard, hein. Alors, à l'époque, on utilisait déjà un édulcorant qu'on appelait le cyclamate, qui a été interdit en 1970 parce qu'il a été reconnu que c'était hautement cancérigène. Mais quand je dis hautement cancérigène, c'était très hautement cancérigène, hein. Et donc, en fait, c'est le fait que le cyclamate disparaisse, donc la saccharine, disparaît du marché, ça a été un énorme boulevard pour les industriels qui s'ouvraient au niveau commercial. Et donc là, il y a des petits génies qui se sont dit, allez hop, on va remplacer ça par de l'aspartame. Alors, je ne sais pas, je vais faire une petite pause, les amis. S'il vous plaît, dans le chat, dites-moi si vous entendez bien Nathalie, parce que moi, chez moi, ça grésille et de plus en plus. Donc, je ne sais pas où est ton micro, je ne sais pas s'il y a quelque chose dessus. Mais par moment, Non, ça il n'y a grésille. rien, il est Quand devant. c'est de temps en temps, ce n'est pas gênant, mais là, ça commence à être… dites-nous, les amis, si ça vous dérange.
par rapport à ça et on va continuer sinon et je te dirai si vraiment c'est dérangeant, d'accord? Ok, Allez, on continue. je vais me rapprocher. Peut-être que ce sera mieux. Alors, en 1971, des études. En fait, il faut savoir que John Onley est le neuroscientifique qui a permis l'interdiction du glutamate monosodique dans les aliments pour bébés. Donc, on mettait justement ce glutamate dans les biberons. D'accord? Mais vous allez comprendre pourquoi on mettait du glutamate dans les biberons, dans le lait des biberons. Vous allez le comprendre un petit peu plus tard. Donc, en fait, ils ont montré que l'acide aspartique, qui est un des ingrédients de l'aspartame, provoque des trous dans le cerveau des souriceaux. Donc, si ça fait des trous dans le cerveau des souriceaux, ça fait des trous dans le cerveau des bébés. Et a fortiori, je doute que le cerveau des adultes soit protégé contre ce phénomène. Voilà. Donc, il y a même des chercheurs de la compagnie GDCern qui produit l'aspartame en grande majorité, qui ont confirmé les découvertes du docteur Olney à l'époque. En 73, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des millions de dollars qui sont dépensés par la GD Searle pour soumettre des études d'innocuité à la FDA, qui est l'organisme qui régule justement les produits qui sont destinés à la consommation humaine. C'est eux qui les autorisent ou les interdisent. Donc, la FDA, à l'époque, en 73, a estimé que c'était insuffisant encore pour que ça puisse être commercialisé à usage alimentaire. Et donc, des tests cliniques supplémentaires ont été faits. Alors, là, ça commence à devenir un croustillant, on va dire. En 74, donc, l'aspartame a sa première homologation pour entrer dans la composition des produits de l'agroalimentaire. Donald Rumsfeld, donc je ne sais pas si les plus jeunes d'entre nous savent qui c'est, mais nous, on sait qui c'est, et vient d'être nommé secrétaire général de la Maison-Blanche par le président Ford. Il faut savoir que cet homme, Donald Rumsfeld, deviendra plus tard le PDG de la GDC1. OK? Donc, en 76, il y a un procureur, Jim Turney, qui est un défenseur des consommateurs, qui a aidé avec John Onley à ce que le cyclamate soit interdit, dépose une pétition pour justement que la FDA fasse une enquête sur les pratiques de la GDC1. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est tombé un petit peu en désuétude dans le sens où, même s'il a été démontré que les études étaient pleines d'inexactitudes, que les tests aient été manipulés, en fait, c'est tombé complètement à l'eau, cette histoire. Hein. Peut-être une histoire de gros sous derrière tout ça. Oh, je ne sais pas. Hein. On n'a pas l'info. On n'a pas l'info. C'est moi qui me permets de supposer. Alors, en 77, la FDA a demandé officiellement au bureau du procureur des États-Unis d'engager des poursuites contre la GDCERN parce que justement, elle avait dissimulé et fait de fausses déclarations concernant les tests de sécurité de l'aspartame. Là, ça devient vraiment, vraiment… Alors, en mars 77, notre fameux Donald Rumsfeld est secrétaire général de la Défense et il devient PDG de la GDCERN. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un rapport qui a été produit en août 77 et qui met que 98 animaux sur les 196 morts pendant les études de la GDCERN n'ont été autopsiés que très tardivement. Ils présentaient des polypes de l'utérus, des tumeurs aux ovaires, et ça n'a pas été déclaré par la GDCERN. Donc, en fait, l'aspartame, qui est surtout consommée par des femmes, entraîne des troubles graves, donc des cancérisations de l'utérus et des ovaires. Ça commence à être croquignolé, là. Hein. Donc, en 77, il s'avère que le procureur chargé de l'enquête, il a démissionné et a rejoint un cabinet d'avocats de la GDCERN. Voyons.
Il y a peut-être vraiment une histoire Voyons, dessous, hein, quand même. je me le demande bien, Quand hein, même, voilà. quand même. Et Bon, le bureau du procureur des États-Unis a bien évidemment abandonné les poursuites contre la GDSR. Et forcément contre Donald Rumsfeld, hein, au passage. bien évidemment. Of course, indeed. Donc, la société NutraSuite, on a tous connu, quand les gens de notre époque, on a connu NutraSuite quand c'est arrivé. Je crois que c'est sous cette appellation que c'est arrivé en France d'ailleurs, beaucoup plus tard. Il y a une enquête qui a été demandée en 79, justement concernant à nouveau, on redemande une enquête concernant l'aspartame en 79. Donc, Il faut c'est quand toujours. même savoir que la FDA n'était pas tranquille avec cette histoire, en fait, hein. Voilà. Parce Donc, que il y avait quand même. régulièrement, ils demandaient encore et encore que ce soit testé, qu'il y ait des enquêtes, etc. Ouais, donc, il y avait quand même un fond d'inquiétude qui était extrêmement présent aux États-Unis. On n'entendait pas encore parler de l'aspartame en Europe. Oui, c'est-à-dire que là, ça n'avait pas traversé les frontières encore en 79. Ouais. Euh, ça arrivé très vite après, hein. Une fois qu'ils ont pu vraiment être commercialisés, ils ont déferlé sur le monde entier. Mais c'est vrai qu'en 79, à ce moment-là encore, on est, nous, encore ignorants en Europe de l'existence de ces produits-là. Alors, 1980, un an après, donc c'est relativement court, l'enquête conclut que le NutraSuite ne doit pas être approuvé, c'est-à-dire commercialisé, parce qu'il y a d'autres études qui montrent qu'il y a des tumeurs sur le cerveau d'animaux, en fait. Donc, la commission déclare que la preuve n'est pas apportée que NutraSuite, l'aspartame, n'est pas sans danger pour la santé humaine en tant qu'additif alimentaire. Donc, interdiction de commercialiser de l'aspartame à usage alimentaire, alors qu'il avait été homologué. Donc, c'est vraiment une histoire on a l'impression, là, que pendant des années, ils ont joué au ping-pong. Je t'autorise, je t'interdis, je t'autorise, je t'interdis, je t'autorise, je t'interdis. Voilà. Donc là, on en est là en 80. Mais Encore lui, Donald, il est toujours là, lui, hein. Qui annonce dans une réunion commerciale qu'il utilisera toute son influence politique pour que l'aspartame soit approuvé dans l'année. On est au mois de janvier. 21 janvier, hop, Ronald Reagan prête serment, patati, président des États-Unis. L'équipe intègre Donald Rumsfeld et l'ancien commissaire de la FDA et démis de ses fonctions. Le docteur Arthur Weil est nommé pour le remplacer. Voilà, voilà. Et là, ça devient bien. Et un des premiers actes de ce monsieur Arthur Hayes, c'est d'ignorer les recommandations de la FDA précédemment et d'approuver le NutraSuite pour les produits secs. Donc, tout ce qui est chewing-gum, les céréales de petit déjeuner, les petites céréales qu'on donne à nos enfants et les produits secs. Bon appétit, Jean. Voilà. Donc, en 82, il y a une pétition déposée par la GDSR pour que l'aspartame soit approuvé comme édulcorant dans les boissons gazeuses et dans différents liquides. Bah oui, parce que ça suffisait pas, les aliments secs, tu comprends? Non, c'est pas assez. Et puis, comme c'est bien soluble, c'est très bien. Voilà. Voilà. En 83, qu'est-ce qui se passe? Donc, la National Soft Drink Association, vous avez vu mon accent? Donc, Magnifique. exemple, la FDA a retardé justement l'approbation de l'aspartame pour les boissons gazeuses. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque l'aspartame sous forme liquide, d'accord, il est très instable. Et quand il est à une température de plus de 29 degrés, ce qu'on retrouve régulièrement dans les hangars, dans les camions, des choses comme ça, l'aspartame se décompose en deux toxines, le DKP, on retrouvera plus tard, il a un nom à coucher dehors, et le formaldéhyde, qui est clairement cancérigène. Et il est connu, bien sûr, que tout ce qui est canettes de soda ne sont pas entreposées en plein soleil ou dans des entrepôts très chauds, comme tu disais à l'instant. Jamais. Enfin, ça n'arrive pas. Mais ça n'arrive pas. C'est comme les Toujours dans des bouteilles. frigos. C'est comme la flotte, ça. Enfin bref. Exactement. C'est jamais, les palettes ne sont jamais dehors en plein soleil. Les Non. hangars sont tous climatisés, c'est clair et net. Oui, oui. Voilà.
Juillet 83, donc on retrouve notre cher Arthur Hull qui approuve l'aspartame justement comme édulcorant des boissons gazeuses. Ah, c'est un roman fleuve, hein. Ouais. C'est tellement intéressant de voir tous les tenants, date après date, l'espèce de petite guerre. C'est pour ça que la guerre du départ, on la retrouve, mais à un autre niveau, cette petite guerre larvée là, entre les gens, les industriels et les gens qui sont quand même plus ou moins, soi-disant, en charge de notre santé. Donc, en fait, il s'avère qu'en 83, il y a un scandale qui révèle qu'Arthur Hull utilise le jet de la General Food, donc un des gros clients de NutraSweet, et donc il est contraint à démissionner. Et comme par hasard, il est tout de suite embauché comme conseiller scientifique senior de la GDCERN. Moi, je note quand même que la GDCERN ne laisse pas les gens au chômage. Ça, c'est pas mal. Tu vois. À chaque fois qu'il y en a un qui sort, enfin, qui démissionne ou qui arrête quelque chose quelque part, bim, il va travailler pour eux. C'est quand même sympa de leur part. Moi, je trouve que c'est des gens qui ont un grand cœur. C'est ça. Je trouve leur générosité extraordinaire. En 83, arrivent les premières boissons gazeuses avec le Diet Pepsi. Alors là, je fais une pause dans ton exposé, Nathalie, et je vais demander aux gens qui nous suivent qui a déjà consommé du Pepsi Light ou du Coca Light. Moi, la première, et énormément. Moi, je Ceci dit, en lisant tes recherches, j'ai découvert plein de choses fort intéressantes qui expliquent pourquoi j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Hein. Hein, c'est pas mal, hein? Oui, tout à fait. Donc, j'allais dire, on lève la main. Non, vous n'avez pas levé la main parce que c'est compliqué. Mais un petit moi, s'il vous plaît, dans le chat. Les gens, alors, c'est pas pour juger, hein, ce que je vous dis, moi, j'en ai consommé à outrance. Qui a déjà consommé du Coca ou du Pepsi Light en se disant, ben voilà, je me fais du bien, j'absorbe moins de sucre que si je buvais des plats light. Ouais. Et 1984, l'aspartame arrive en Europe. Ouh, et c'est la fête du slip. Voilà. Voilà. 84, c'est pas si vieux que ça, hein? Non. Non, c'est Non, que il y a 36 ans. Hein. Ouais, c'est pas vieux du tout. Alors Sabrina dit on ferait mieux de demander qui n'en a jamais consommé. Alors là, on a Ange qui nous dit qu'elle est accro au coca. Donc Ange, on va te parler en privé. Parce que là, franchement, si tu tiens à la vie, il faut que tu te libères de cette dépendance. Vraiment. Allez, on continue. Oh alors, en 85, oh bah tiens, Monsanto, mais que ne fait-ce donc là? Achète la GDCERN à Donald Rumsfeld pour la modique somme de 12 millions de dollars. Ça va? Ouais, on était tellement émus qu'on a mis 12 millions de dollars. Oui. Je vois que maintenant. Moi aussi, pourtant, sachez que j'ai relu, les amis. J'ai relu. Moi aussi. Donc, en 93, eh ben, on approuve l'usage de l'aspartame à la cuisson. Je vous rappelle que ça se transforme à 29 degrés en formaldéhyde, acide formique et diketopiperazine. 3 produits reconnus comme étant vecteurs de tumeurs cérébrales. Donc, c'est ça le DP, le DKP ou je sais pas quoi. Le DKP, c'est le diketopiperazine. Je trouve que décaper, ça va bien aussi comme. Ouais, mais ça te décape la tête. Ça décape, voilà. Autant sniffer du Gexfour, ça ira plus vite. Alors, j'ai Angie qui me dit que dans sa maison, il y a des personnes qui boivent je pense, c'est du Coca Light. Ouais. Et malgré ces alertes, alors moi, je vous invite, les gens, si vous avez des personnes autour de vous, hein, je fais encore une petite aparté, ou un petit aparté. C'est un, oui, c'est un aparté. Un aparté, oui. Ouais. Donc, je fais encore un petit aparté pour vous dire, les amis, n'hésitez vraiment pas à partager. Et le format YouTube sera encore plus simple pour le partager vraiment partout aux personnes que vous avez envie d'informer, en fait, tout simplement pour qu'elles fassent attention à leur santé. Allez, on continue, c'est fini, je ferme la parenthèse. Et hop là. Alors, 95. Il y a quand même, en accord avec la Freedom of Association Act, en français la loi pour la liberté de l'information, la FDA rend publique une liste de 92 symptômes que l'aspartame provoque
et qui ont été vraiment identifiés comme chez plus de 10 000 victimes comme relevant justement de l'action de l'aspartame. Alors, on ne va pas tous les énumérer, mais tout ce qui est système nerveux est touché, que ce soit la vue, l'audition, tous les troubles neurologiques qu'on peut imaginer, perte de l'équilibre, les troubles de mémoire, etc. Des syndromes dépressifs et psychologiques extrêmement importants, pouvant aller même jusqu'à une forme de schizophrénie, l'hyperactivité des enfants. D'accord, ok. Voilà. Énormément de troubles gastro-intestinaux, des troubles cardiaques, des troubles dermatologiques aussi. En fait, ça, des troubles du poids, d'accord, parce qu'on peut aussi bien, même avec l'aspartame, beaucoup maigrir ou beaucoup grossir, donc dans les deux sens. On a même des douleurs, enfin des troubles rhumatologiques extrêmement importants, comme entre autres la fibromyalgie, vous savez. Il y aurait une cause aussi fortement liée à ça. On aurait aussi des gros troubles métaboliques avec une aggravation du diabète, des hypoglycémies aggravées, des troubles menstruels, des hyperthyroïdies. Youpi, il n'y a pas que Tchernobyl pour l'hyperthyroïdie. Donc Tchernobyl plus ça fait beaucoup quoi. Et puis, mais non, le nuage il n'est pas passé. Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, flûte. Il s'est arrêté à la frontière. J'avais oublié, d'accord. Et en fait, il y a beaucoup de troubles de tout ce qui est l'équilibre des fluides corporels, d'accord. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des missions fréquentes, mais au point de se déshydrater, d'accord. Et ou bien, ça va être l'inverse, on va faire des rétentions hydriques. En fait, ça dérègle tout. L'aspartame dérègle tous les systèmes organiques sans exception, de la tête aux doigts de pied. Et en 1996, la FDA a levé toutes les restrictions concernant l'aspartame. Voilà, on peut l'utiliser n'importe où, dans tous les aliments et dans tous les liquides. C'est quand même bien, hein, parce qu'en fait, en 1995, ils diffusent les problèmes que ça peut apporter. Mais un an plus tard, bon, allez, c'est pas grave. On vous a dit, prenez en votre âme et conscience. Oui, c'est ça. Moi, je m'en lave les mains, je m'appelle Ponce Pilate. C'est beau, hein? C'est beau, c'est notre monde. Alors, Poison Inside. Alors, en fait, il y a eu des poursuites en justice dans 3 cours de Californie. Et il y a 12 compagnies qui ont été condamnées pour fraude et violation de garantie. Donc, on ne connaît pas toutes ces compagnies, mais entre autres, parmi les plus connues, il y a Coca-Cola. D'accord. Nous avons aussi Pepsi-Cola. OK. Qu'est-ce qu'on connaît aussi? Wrigley, vous savez, c'est les chewing-gums. Voilà. Donc, on n'a pas sauté quelque chose. Danone aussi, Danone Compagnie, la Danone. Vous savez, les petits yaourts light. Ah oui, vu comment c'était écrit, je n'avais pas calculé que c'était la même. Oui, voilà. 2004. Je fais juste un retour en arrière parce que j'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose. Ah oui, quelque chose? Ah oui, les femmes enceintes. Non, c'est pas ça. Attends, non, on n'a rien oublié. Excusez-moi, autant pour moi. Allez, on continue. En 2010, donc, des Danois ont publié que sur 59 334 femmes, donc cette étude a montré qu'il y avait un lien entre la consommation de boissons à base d'édulcorants et le risque d'accouchement prématuré. Voilà. Donc, le chiffre, en fait, ça augmente de 38% pour une consommation journalière de soda léger une canette. par jour. 38% et 75% avec 4 sodas par jour. C'est énorme. C'est parfait. Et voilà quoi. Voilà. 2010. Donc, il y a eu une étude qui a été critiquée pour vice méthodologique. On met des petits guillemets quand même, mais qui montrait vraiment les effets cancérigènes de l'aspartame sur les souris et les rats, d'accord? Mais bien entendu, elle était tellement probante, cette étude, que, comme on dit, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Excuse-moi, je réponds à l'écrit à quelqu'un en fait. Oui. Du coup, tu vas pouvoir lui répondre aussi. Amandine Zingraf nous dit qu'elle est accro au chewing-gum sans sucre. Donc, moi, j'étais en train d'écrire arrête, c'est poison. C'est exactement ça. À partir du moment où c'est écrit sans sucre,
vous ne mangez pas, quoi. C'est poison, Alors, c'est juste avant notre live, en fait, je redisais, j'avais ma fille avec moi avant qu'elle aille se coucher. Et donc, je lui disais, il vaut mieux que tu manges de temps en temps un chewing-gum sucré. Bon, après, tu te brosses bien les dents, tout ça, parce que voilà, caries, machin truc, ça peut être risqué au niveau des caries, quoi, si on garde le sucre en bouche. Il vaut mieux de temps en temps manger un bonbon ou un chewing-gum sucré, se faire un plaisir, quoi, que de passer son temps à manger des chewing-gums sans sucre, parce qu'en fait, on s'empoisonne. exactement. 2010, la Commission européenne a décidé d'avancer à 2012 une réévaluation complète de l'aspartame qui était prévue initialement à 2020. Donc, ça veut dire qu'en 2010, il y a déjà une grosse prise de conscience comme quoi ça commence à sentir plus que mauvais, cette histoire-là. Ouais, C'est bien, ils n'ont pas attendu 10 ans, ils se sont dit on va se bouger les fesses un peu plus tôt. avant qu'on nous tombe dessus, accessoirement. Mais attendez, c'est pas le tout, hein. En 2011, il y a des ONG qui ont demandé ce que des experts de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, soient renvoyés parce qu'ils ont oublié de déclarer leur lien avec l'industrie agroalimentaire. C'est ballot, ça. Ah bah oui, non, mais on ne peut pas être jugé parti, quoi. Et le communiqué qui avait été fait à ce sujet-là a été supprimé du site du réseau européen de santé. C'est embêtant, les bugs Internet. Ah, c'est ballot, hein. Mm. C'est ballot, voilà. Et depuis, silence radio. Il faut savoir qu'entre-temps, le Pentagone a répertorié l'aspartame dans l'inventaire des armes chimiques. Et on le retrouve dans plus de 4200 produits qui circulent de manière donc de l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique, bien sûr. Et ça se balade en toute légitimité dans 90 pays du monde. On a Sabrina qui dit j'ai arrêté depuis plusieurs mois les chewing-gums et bonbons à la menthe. Quand j'ai scanné avec Yuka, j'ai cru mourir. Alors, les amis, petit aparté encore, cette application Yuka n'est pas parfaite. C'est très difficile d'être parfait à ce niveau-là, mais elle est quand même super bien fichue. Parce que quand vous scannez un aliment avec, eh ben, elle va quand même vous dire si l'aliment est controversé ou si vous pouvez y aller les yeux fermés, tout ça, tout ça. Il peut y avoir des erreurs. C'est ça, quand je dis que c'est pas parfait, c'est qu'il peut y avoir des erreurs. Ça reste quelque chose fait par des humains et donc voilà, l'erreur est humaine. Mais c'est déjà un bon départ, une bonne base quand vous savez pas trop où vous jetez quand vous faites vos courses. Eh bien, sur le smartphone, vous téléchargez cette appli et ça va déjà vous donner pas mal d'indications. Et vous allez vite vous rendre compte que dans le supermarché, vous ne pouvez pas acheter grand-chose. Eh oui. Et que vous allez être obligé de vous tourner vers le rayon fruits et légumes, le rayon fromage, éventuellement à la coupe, et pas n'importe lesquels, parce qu'il y en a, vous allez voir, vous scannez, ils ne sont pas bons du tout. Et le rayon de la boucherie, éventuellement, des choses comme ça. Vous allez être obligé d'aller faire des courses comme si vous alliez chez un petit commerçant traditionnel. Il y a certains magasins aujourd'hui qui sont intelligents, des grandes surfaces, hein, qui surfent sur cette tendance-là en créant au sein même de leur grande surface un coin halle, en fait, avec le traiteur, le poissonnier et tout. Nous, ici, donc je ne donnerai pas le nom de l'enseigne, évidemment. Ceux qui sont du coin reconnaîtront, mais c'est vrai qu'ils ont fait un truc qui est assez sympa dans une grande surface, hein, où il y a vraiment, bon, il y a tous les rayons, machin, machin, puis tout au bout, il y a vraiment ce coin-là où il y a le pain, ça fait comme un petit marché et c'est vraiment sympa. Ça ne remplace pas le marché, ça reste des produits faits par la grande surface, mais il y a déjà ce petit côté où on retrouve une espèce de convivialité et des produits plus frais. Moi, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller au marché. Si vous avez un marché près de chez vous, parce que vous allez pouvoir en plus faire vivre des producteurs locaux, ce qui est pas mal. Alors, je sais que déjà, il y en a qui vont se jeter sur moi en me disant, oui, mais les producteurs locaux, ils vendent vachement cher, patati patata. Je ne vais pas discuter du prix des fruits et légumes des producteurs locaux parce que ce n'est pas l'endroit. Évidemment, ça sera toujours plus cher que d'acheter des tomates qui ont poussé en hydroponie au fond de l'Espagne, que vous allez acheter dans une grande surface. C'est sûr que la tomate du paysan va être plus chère. Mais à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez et quel choix vous voulez faire pour votre santé. Voilà, c'est tout. Pour votre santé et puis pour voilà, le commerce local, etc., etc.
Moi, perso, je vais toujours au supermarché parce qu'il y a des choses que je ne trouve pas au marché. Et j'en ai encore fait aujourd'hui un drive parce que le drive, c'est très pratique. Et en général, je dépense 17 € dans mon supermarché. Donc, croyez-moi que pour manger, ça ne suffit pas, hein. J'achète ailleurs le reste. Allez, Exactement. on continue. Alors, la composition diabolique, parce que c'est ni plus ni moins que ça, c'est diabolique. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'aspartame? Donc, du phénylalanine, 2% de la population y serait allergique. Donc, c'est un produit allergisant, hein, parce que 2%, c'est énorme hein, sur un produit comme ça. De l'acide aspartique à hauteur de 40%, qui est un produit dangereux pour le cerveau. Il faut savoir que nous, en tant qu'humains, on est plus sensible que les autres espèces animales. On est 5 fois plus sensible que les autres. Donc, youpi. Et on trouve aussi 10% de méthanol, qui n'est ni plus ni moins que de l'alcool à brûler. Donc, c'est un poison mortel. Qui se libère à partir de 30 degrés. En fait, ça devient poison à partir de 30 degrés, hein, donc le méthanol. Et l'intestin, en fait, il est quand même à 37 degrés. Notre corps est quand même à 37 degrés. Donc voilà, ça s'accumule dans le corps petit à petit. Ça entraîne des troubles de la vue. Ça entraîne vraiment des dommages au niveau de la rétine. C'est vraiment sur la vue. Donc, il faut savoir que tout ce qui est en lien avec la vue, c'est en lien avec le foie. Donc là, on n'en parle pas, mais si ça abîme la vue, c'est que le foie, il ne doit pas être très en forme. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme autre symptôme des empoisonnements au méthanol? C'est les maux de tête, les bourdonnements d'oreilles, les troubles gastro-intestinaux, les faiblesses, les vertiges, les frissons, les troubles de mémoire, enfin des douleurs fulgurantes, en fait, comme des grosses névralgies, des troubles du comportement aussi, puis tout ce qui est petite névrite et autres. En fait, c'est un neurotoxique, hein, ni plus ni moins. Donc, il fait partie des neurotoxiques majeurs quand même. Et il fait partie du marché juteux de la minceur. C'est bien. Ah, c'est bien, hein? C'est cool. Pour la petite histoire, moi, j'en ai beaucoup consommé, hein. J'ai toujours eu des problèmes de poids, plus ou moins, et qui se sont aggravés avec le temps. Et donc, je commence à comprendre pourquoi. J'ai hâte d'avoir les sujets des 9 prochains épisodes. Je pense que je vais tout comprendre de ma santé aujourd'hui grâce à cette série. Je pense qu'à la fin, je vais pleurer à chaudes larmes, mais c'est pas grave. Mais non, maintenant tu sais comment faire. Ah oui, l'avantage des amis, c'est qu'on peut toujours rectifier le tir. Donc, c'est ça qui est intéressant. Le corps humain est très, très puissant en termes de régénération. Il ne faut pas jamais douter de ça, en fait. Si vous en doutez, justement, vous allez l'empêcher de se régénérer. Donc, il faut vraiment croire en sa régénération. On est tous à peu près de la génération, on a tous vu au moins une fois dans notre vie, il était une fois la vie, c'est ça, hein, le titre. Et vraiment, ces petits soldats-là qu'on voit réparer machin truc, alors, ils n'ont pas cette tête-là, hein, évidemment, on est d'accord. Quoique, pourquoi pas. Mais vraiment, si vous sentez la vie qu'il y a à l'intérieur de votre corps, et c'est ça, hein, c'est de la vie en fait, c'est une immense usine, une immense machinerie où il y a plein de vie à l'intérieur. Et si vous vous arrêtez un peu et que vous écoutez la vie qui est à l'intérieur, vous comprendrez que la régénération se fait, c'est du réel. Moi, j'ai étudié la psychologie et donc j'ai eu des cours de neuropsychologie. On a vu des synapses se reconstruire après des chocs, etc. Enfin voilà, tout est possible. Il faut juste avoir confiance en cette machinerie extraordinaire qu'est le corps humain et surtout ne pas l'empoisonner en fait. Donc, si vous avez fait des bêtises avant, comme c'est mon cas, eh bien, c'est pas trop tard, c'est pas perdu. On peut rectifier le tir et tout arranger et tout améliorer. Exactement, je suis 400% d'accord avec Gaëlle, parce que moi aussi, des bêtises, j'en ai fait des monstrueuses, hein, la première. Et ça fait des années et des années que je suis en mode réparation et je peux vous dire que ça fonctionne de manière extraordinaire. Ah bah c'est qui celui-là? Ah, mais c'est le petit nouveau. Bah, Ah, parce que bien entendu, on va essayer de limiter l'aspartame parce qu'il commençait à un moment donné à avoir quand même, à ne pas avoir comment dire, l'approbation de la foule.
Ce n'était plus la grande star. Donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution. Donc, on a créé le E969. Alors, c'est quoi le E969? En fait, c'est de l'aspartame associé à de la vanilline. Alors, la vanilline est une molécule, excusez-moi, je vais être très vulgaire, qui imite le goût de la vanille et qui vient du trou du cul des castors. Alors, j'allais te poser une question et c'est génial parce que j'ai déjà vu, moi, sur des ingrédients, vanilline de synthèse. Du coup, je préfère celle de synthèse. Je dirais que entre le choix d'une synthèse chimique, tout chimique, et le cul d'un castor, on peut peut-être se poser la question de ce qu'il faut lécher, quoi. Ouais. Ouais, peut-être dans le cul du castor, c'est plus naturel quand même. Voilà, c'est plus naturel, c'est peut-être moins dangereux le cul du castor. Donc c'est quand même, non mais il faut quand même on marche sur la tête. Excusez-moi. On vous fait croire qu'on associe deux molécules chimiques, donc c'est encore plus chimique. Excusez-moi, j'en perds mes lunettes. C'est encore plus chimique que chimique, mais on vous dit, oh ben c'est plus mieux. D'accord? Pourquoi? Parce que en fait, l'Adventam est 30 000, attendez, c'est plus 180, mais 30 000 fois plus sucrant que le sucre. Donc, on part du principe, alors attendez, il faut vraiment nous prendre pour des benets, ça veut dire que pour le même résultat sucré, on va en mettre moins. Donc, on dit aux gens, ben, c'est moins grave, comme on en met moins, ça fait moins de mal. C'est ni plus ni moins ça. Donc, depuis 2014, on peut en trouver dans toute l'industrie agroalimentaire, excepté la viande et la volaille. Et d'ivoire, on ne nous prendrait pas pour des cons un peu quand même? Oh ben, serait Non, comme... je dis ça comme ça, moi, mais bon. Oui, voilà. Mais voilà quoi. Et on dit que comme c'est 30 000 fois plus, donc c'est au niveau calorique, c'est pas grave, Oh, puis etc. tu mets que ça, c'est rien. Voilà. Regarde, tu mets que ça. Bah, franchement, voilà. J'ai l'impression qu'ils ont tous sniffé la poudre de la fécochette. Ou ils ont sniffé la Devantame, peut-être. Ah, c'est peut-être ça le truc. Alors, je vais vous faire un petit coup de conspirationnisme parce que moi, moi, je suis Oh, pas. j'aime bien, j'aime Ah, bien. si t'aimes bien, Ouais. regardez 969. Retournez les deux neufs. Tu y avais pensé toi aussi? Non, parce que Voilà. je suis très très loin de ce genre de truc. Moi aussi, je suis loin de ça, mais quelque part, le truc, moi, en général, quand il y a un truc, que je vois un truc comme ça, je fais. Oh, attends, oh. Et je ne suis pas conspirationniste, même si je sais qu'il y a des choses pas très belles Ah, qui se moi, je suis passent. conspirationniste, mais du coup, je suis pas du tout chiffre de la bête et tout le bordel. C'est pour ça que je l'avais pas vu. Mais moi, je suis conspirationniste et je le revendique, hein. Mais je suis une conspirationniste modérée. C'est-à-dire que j'utilise mon cerveau. J'utilise mon cerveau avant de dire conspiration. Oui, moi aussi, si vous voulez, quand je dis je ne suis pas conspirationniste, je ne suis pas dans cet excès où je vois forcément qu'il y a toujours un truc qui va de travers, etc. Et qu'on veut notre mort, notre avilissement, machin, gna, 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 parce qu'il y a quand même de très, très belles choses qui se passent sur cette planète. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre notre énergie. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah là, ils ont quand même fait fort, les gars. Hein. Oui, parce que d'où ils les pondent, les chiffres. C'est-à-dire que non, mais non, c'est parce qu'il y a tous les essais d'avant qu'on foirait, en fait. C'est peut-être ça. E968, c'est pas bon. E967, ça a explosé. E966, ils l'ont perdu, ils ne savent pas où il est. C'est peut-être ça, c'est juste pour ça. T'imagines le nombre d'expériences qu'ils ont fait avant d'en arriver là, quand même, ça fout les boules. Hein. Oui. Donc, voilà, voilà. Allez, on avance. Yes. Oh, du vrai sucre. Ah ouais, du vrai sucre. Alors ça, c'est pas du vrai sucre. Hein. Ah merde, c'est quoi? Si c'est blanc, c'est pas du vrai sucre. Ah mais oui, c'est du sucre. Non, c'est du vrai sucre. Il est juste raffiné, ma biche. Pardon? C'est du vrai sucre, il est raffiné. Voilà, mais c'est pas. Alors, du vrai sucre, c'est pas vraiment ça. Alors, pourquoi l'industrie agroalimentaire et aussi médicale, hein, parce qu'on en trouve du 69, 169, comme le 951, on en trouve dans une liste de médicaments, mais assez incroyable. Hein, c'est quand même assez hallucinant. Et entre autres, dans les sirops pour les enfants. Les sirops sans sucre pour les enfants. D'accord? Il ne faudrait pas qu'ils deviennent intelligents, ces petits. Donc, on leur fait des petits trous dans le cerveau. Comme ça, c'est très bien.
Donc, en fait, il faut savoir que l'humain a une particularité, c'est un signe ancestral, c'est qu'on ne retrouve dans la nature aucune plante qui a un goût sucré qui soit toxique. Le toxique, en fait, le goût sucré est une valeur sûre. C'est au niveau de nos fonctions de survie, le sucre, c'est quelque chose qui indique qu'on peut le consommer sans danger. C'est malin, ça, hein? Donc, les scientifiques, les industriels se servent de cette notion-là. Donc, ils foutent un petit peu de sucre un peu partout. Partout. Vous regardez, vous trouvez du sucre partout, 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 sous une forme de lactose, de ce que vous voulez, n'importe. Le lactose, tout ce qui est en ose, c'est du sucre. Les oses sont des sucres. Le maltose, la dextrose, le glucose, le sirop de maïs, etc., ce sont des sucres. Ne rêvez pas. Ça porte tous les noms que vous voulez, mais vous en trouvez partout, partout, partout. Même dans le pain, ils en mettent. Dans le pain industriel, pas le pain que vous trouvez chez votre boulanger artisanal, mais dans le pain industriel, ils mettent des sucres. Donc, on en trouve même dans certains beurres. On en trouve partout. Donc, en fait, ça conforte, en fait, ça éteint nos alarmes et ça nous conforte que ce qu'on consomme, c'est bon pour nous. Voilà, même si on ne regarde pas l'étiquette. Donc, ce qui se passe, c'est que normalement, quand on mange du sucre, le sucre dans la nature, on va toujours le trouver accompagné de fibres. Donc, vous mangez une pomme, il y a du sucre, de l'eau et des fibres. Est-ce que vous avez déjà été capable de manger 3 pommes d'affilée? Oui, j'ai déjà fait, moi. Bon, ben, t'es pas très bien derrière, hein? Bah, disons que c'était parce que je faisais un régime pomme. Oui, mais 3 pommes, Détox pomme, exactement. détox pommes, mais quand tu arrives au bout, tu en as un petit peu Bah, t'es posé, quoi. Hein? Tu finis la 3e pomme, tu la manges, tu l'as commencé, mais tu ne vas pas l'acheter, quoi. Donc, tu l'as fini, mais déjà, au bout de 3 bouchées, t'es comme ça, quoi. Hein. Même 2 pommes, c'est un peu compliqué déjà à manger. Donc, résultat, on est incapable, en fait, à partir du moment où on associe du sucre et des fibres, on est incapable d'en surconsommer. C'est pas possible. Donc, on est incapable de manger 10 oranges. Ce n'est pas possible. Même si on se force, notre corps va vomir parce qu'on va être en rejet. Il faut savoir que le sucre fonctionne comme la cocaïne au niveau du cerveau. Il déclenche les mêmes mécanismes de dépendance et il fait les mêmes dégâts sur la santé physique et fragilise l'équilibre mental, comme de la cocaïne. C'est une véritable drogue. Donc, on va retourner du côté des chimistes. Vous connaissez la feuille de coca. La feuille de coca est une plante qu'on retrouve en Amérique du Sud et particulièrement en Bolivie. En fait, elle fait partie de la culture ancestrale, la culture traditionnelle. C'est une thérapie contre la fatigue. Et en fait, ce qui va se passer avec la coca quand vous en consommez, vous allez avoir une augmentation de la capacité de vos alvéoles à capter l'oxygène. Donc, dans les Andes, il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Donc, la coca permet aux Andins, oui, je crois que c'est des Andins, de pouvoir se déplacer justement en très haute altitude sans souffrir justement de ce manque d'oxygène. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les petits chimistes se sont rendus compte que ça en a fait des... tu prends une petite feuille de coca, hop là, c'est bien. Oui, les travailleurs dans les Andes en mâchent beaucoup. Oui, c'est ça. En fait. Et parce que ça lutte contre la fatigue, c'est stimulant, c'est un neurostimulant. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que on prend des feuilles de coca, on le purifie, on le manipule, on le concentre à haute dose et on isole donc la molécule qui entraîne ce phénomène en dehors de la plante. Donc, d'une plante simple, complexe et naturelle qui va juste vous donner un petit peu la patate, on arrive à quelque chose qui vous fout complètement, qui vous rend dépendant, qui vous tue, in fine, qui finit par vous tuer.
Et ben, le sucre fonctionne de la même chose. Vous prenez de la canne à sucre, d'accord, et de la betterave sucrière. Donc, il y en a une qui est tropicale et l'autre européenne. Hein. Donc, il vaut mieux aller au pire vers de la betterave sucrière. Donc, on va extraire quoi? De la saccharose. C'est une molécule, pareil, concentrée, manipulée, tatati, tatala, hop, concentrée, pour atteindre une perfection de 99,8% de saccharose qui constitue notre sucre raffiné. Donc, chimiquement parlant, c'est magnifique, mais c'est une aberration de la nature. C'est complètement aberrant. Donc, il y a des études qui ont été faites sous scanner où on donnait à des gens du sucre et d'autres de la cocaïne. Et bien, en fait, on s'est rendu compte qu'au niveau du cerveau, on a exactement les mêmes phénomènes. Donc, il y a un apport massif de sang dans certaines zones du cerveau et entre autres ce qu'on appelle la zone de récompense du cerveau. Donc, elle répond tout de suite au goût sucré. Pas forcément au sucre, mais à l'appétence du sucre. Donc, il y a le phénomène de récompense. Qu'est-ce que ça fait la récompense? Ça entraîne un largage de dopamine, qui est une molécule qui contrôle tout ce qui est la notion de plaisir du cerveau. Donc, et comme ça, on est content, on est heureux. Donc, on mange, voilà. Quand on mange un très bon chocolat, on a cette sensation de… c'est le pied, quoi. C'est quasi quelque chose qui est très bon, c'est quasi orgasmique. On est vraiment dans ce type de sensation. Alors, en fait, le sucre, ça rend dépendant comme pour les caméens, comme pour les drogués. On est sur les mêmes schémas. Donc, quelqu'un qui est accro au sucre, il faut vraiment travailler dessus à fond pour le désensibiliser de cette dépendance au sucre. Il faut savoir par contre que les personnes qui consommaient beaucoup de produits sucrés deviennent dépendants, deviennent résistants à la dopamine. Donc, il en faut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc, du carré de chocolat, on passe à la tablette de chocolat. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour un résultat équivalent, il va falloir vous mangez. Donc, forcément, vous grossissez, vous avez des troubles métaboliques, etc., etc. Et vous avez aussi des phénomènes de manque, puisqu'à un moment donné, quand vous n'avez pas votre taux de sucre, votre phénomène de récompense qui fonctionne toujours, votre taux de dopamine qui va faire que vous vous sentiez bien, et ben vous allez être complètement accro et vous allez quasiment tuer pour pouvoir avoir une barre de chocolat impérativement, quoi. Vous avez déjà dû voir des gens comment ils s'énervaient quand la machine, le distributeur de bonbons ne marche pas, quoi. Ils sont comme ça, quoi. À suivre. Et ouais. Donc, il faut savoir qu'il y a une étude même en 2007 qui a démontré que si vous proposez à des rats de l'eau sucrée et de la cocaïne ou de la cocaïne, les rats vont chercher, même des rats qui étaient déjà imprégnés de cocaïne, eh ben, ils vont aller boire l'eau sucrée plutôt que de se prendre un rail de coke. C'est cool. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment cette addiction qu'on retrouve dans l'agroalimentaire et que ce soit de manière chimique ou naturelle, la réaction de notre cerveau va être exactement la même. Et on en trouve même partout, même dans le cassoulet. Vous n'avez qu'à regarder une boîte de cassoulet de merde, vous allez trouver ça. Hein. Pas une boîte de cassoulet faite chez un artisan, mais une boîte de cassoulet industrielle. Il y a des composants sucrés dedans. Voilà. Donc, solution santé, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Petit 1, vous faites la chasse au E951 et au E969, bien entendu. Mangez des fruits, d'accord, si vous avez besoin de sucre. Les fruits, c'est très bien. Et en plus, notre corps, il a besoin de glucides. On a besoin de protéines, on a besoin de lipides, mais on a aussi besoin de glucides. Donc, chasser le sucre à 100% de notre alimentation, c'est une aberration. On a besoin de sucre, mais il faut le consommer sous forme naturelle. Donc, des glucides composés dans des fruits, c'est très bien. Dans les légumes, il y a du sucre aussi. Dans les légumes, une tomate, il y a du sucre. Une carotte, il y a du sucre. Donc, tous les végétaux, il y a du sucre. Donc, mangez des végétaux. Vous allez compenser justement, vous allez pouvoir avoir l'apport en glucides nécessaire. Les fruits vont vous donner ce côté plaisir du goût sucré, d'accord? Donc, vous allez pouvoir compenser. Si vous avez besoin d'un petit peu plus, consommez du miel. C'est excellent, le miel. En plus, le miel, il a l'avantage d'être beaucoup moins calorique que le sucre, puisqu'il est déjà prédigéré par les abeilles.
On est sur un 330 kilocalories pour 100 grammes contre 440. Donc, c'est quand même pas inintéressant. Et les diabétiques peuvent aussi consommer du miel, contrairement à ce que disent les médecins. Et je le tiens d'un professeur en médecine qui s'appelle le professeur Henri Joyeux, ni plus ni moins. Donc, les diabétiques peuvent consommer des miels riches en fructose, qui sont le miel de châtaignier et le miel d'acacia. Donc, tous les miels qui restent très liquides. Voilà. Et si vous En- avez besoin de faire un gâteau ou autre, prenez du sucre complet. Donc, ce qu'on appelle le rapadura, ou on a le moscovado aussi qui est excellent. Donc, en fait, c'est des produits qui sont extrêmement riches en minéraux, etc. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, le miel, en plus, il a une particularité, c'est qu'il est bourré d'antioxydants et il lutte contre les cancers et il a aussi un effet antibactérien, voilà, qui va rééquilibrer le système digestif. Moi, je mets du miel dans mes gâteaux. Ouais. Je sucre avec le miel. Alors, j'ai deux questions. Une qui vient de moi. Enfin, l'autre vient de moi aussi, mais c'est pour répondre à ce que je vois sur le chat. Est-ce qu'on peut aussi utiliser du sucre de coco? Alors, le sucre de coco, il est bien, d'accord? Mais le problème, c'est que moi, je vais dire, les noix de coco, Ouais, bah, il vient de loin. quelque part. Par contre, Mm. il y a un autre sucre qui est pas mal, c'est le xylitol, qui est du sucre de bouleau. Oui, Eh ouais. oui, oui, c'est vrai. Euh, on a Ange, que tu connais, toi, qu'on connaît toutes les deux, qui dit être accro au sucre et qu'elle n'arrive vraiment pas à résister, elle ne peut pas résister au chocolat, etc. Euh, donc moi, j'ai répondu en disant que tout part d'une décision, mais elle dit vraiment qu'elle n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour petit à petit se désaccoutumer du sucre? Alors, des molécules naturelles qui, justement, contrecarrent justement l'action des sucres, justement cette action du sucre sur le corps, et qui vont faire que dès qu'on a un apport en sucre qui est trop important, on va avoir une espèce de dégoût spontané, hein, donc, d'avoir un apport suffisant en minéraux, en vitamines et autres, donc de prendre, de toute façon, il n'y a pas le choix, des compléments alimentaires, fait naturellement, par effet de levier, baisser ce besoin de sucre. Parce que le besoin de sucre, c'est, vous l'avez compris, le sucre est extrêmement énergisant. Donc, en fait, c'est comme si à un moment donné, votre corps, il n'y a pas que l'appétence au sucre. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez tout le temps, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Imaginez que vous avez un scooter et vous mettez du kérosène dedans. Donc, vous êtes tout le temps à donf, à fond. Et puis, dès que ça commence à baisser le niveau du réservoir, il y a cette espèce d'état de panique qui s'installe, qui est l'état de manque, qui fait qu'il faut tout de suite remplir. Donc, on est tout le temps dans une espèce de cercle vicieux comme ça. Donc, en ayant suffisamment d'autres éléments qui vont permettre à votre organisme de fonctionner de manière optimale, vous allez baisser ce besoin d'avoir cette énergie rapide. Ce sont les sucres, les glucides. Quid du sirop d'agave et de la stevia? Alors, la stevia, déjà d'une, la stevia, c'est dégueulasse, hein. Moi, j'ai consommé de la stevia à l'époque où c'est arrivé en France, qui était ni plus ni moins que de la feuille de stevia séchée et pilée. C'est dégueulasse. Ça a un goût sucré, mais c'est dégueu de chez dégueu. J'en Et ai pareil, trouvé qui n'a pas de goût. voilà. Ah non, mais c'est dégueulasse. Mais Non, non, par mais contre, j'en ai vraiment trouvé qui n'a pas de goût, hein. Et alors, ils ont dû la modifier chimiquement. ben oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. Ce que vous trouvez sous le nom appellation stevia dans les supermarchés, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que, comme pour notre feuille de coca, une plante qui a été disséquée, manipulée, on isole la molécule, et qu'on l'appelle stevia et roule ma poule, quoi. Mais je vous promets, la stevia, c'est dégueulasse. Et l'agave, toujours pareil. L'agave, c'est très bien, mais le problème, c'est que vous en voyez beaucoup des cactus, vous, au coin de la rue. C'est toujours pareil. On met en place des systèmes industriels où on va aller dépeupler, déforester des zones complètes pour mettre des plaines complètes de cactus. Idem, c'est le même principe que l'huile de palme. On est en train de faire disparaître de la planète les orang-outans pour produire de l'huile de palme. Mais c'est complètement débile.
On a de la très bonne huile chez nous. Qu'est-ce qu'on va aller chercher de l'huile de palme Et ailleurs? surtout qu'elle est moins bonne que l'huile d'olive ou autre. Exactement. Donc, on est toujours sur ces principes-là. C'est qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Qu'est-ce que votre argent, quand vous le dépensez, quand vous faites un choix, qu'est-ce que ça a comme impact sur votre santé et sur la planète, sur l'environnement? On fait tous partie du même écosystème. Donc, ce qu'on fait avec notre argent impacte tout l'écosystème, à commencer par le nôtre, mais celui qui nous entoure, avec lequel on est totalement relié. Donc, d'acheter une tomate qui vient d'Espagne, c'est complètement hérétique. Il y a des très grands producteurs de tomates en France qui les vendent en Italie parce qu'elles sont meilleures. Mm. Bon, mais il faut arrêter, quoi. Je reviens sur ma stevia, là. Je ne vais pas montrer la marque parce que je ne vais pas faire de pub. Ingrédients, agent de charge, érythritol. Je ne sais même pas ce que c'est. Édulcorant, glycoside de stéviol, extrait de plante de stevia. Et ensuite, il y a marqué arôme naturel. Voilà, donc c'est un extrait de plante. On a extrait le machin stéviol de la stevia pour faire un produit qu'on appelle stevia. Comme ça, allez hop, un petit coup de fée clochette, on vous met de la petite poudre aux œufs, et puis aux œufs, petite poudre aux yeux, et puis tout le monde il y voit que du feu. Donc, c'est de la merde. Bien sûr que c'est de la merde. Bon, c'est bien, je m'en sers plus depuis longtemps. Je me crois même qu'il est périmé. Mm. Non, on va pas tarder. Ça dure tellement longtemps. Ok, allez, on continue. Ah bah, c'est fini. Eh ben, c'est fini. On va vous laisser le temps, les amis, si vous le désirez, de noter ou de faire un screenshot des sources. C'est toujours intéressant d'aller voir par vous-même là où Nathalie est allée farfouiner pour avoir toutes ces informations. Alors, l'histoire de Donald Rumsfeld, ça fait des années que je la connais. Hein. Ça doit faire, allez, ça doit faire presque 20 ans que je la connais, cette histoire. D'accord. Mm. Alors moi, je me marre parce que mon téléphone, alors j'ai mon téléphone qui est branché sur le live et en fait, il fait des smileys tout seul, des cœurs, des rires. C'est cool. Le téléphone réagit à notre live. Il est sympa, mon téléphone, en fait. Il nous fait, Oh, c'est comme s'il y chouette. avait plein de monde et tout, tu vois. Les amis, si vous avez des questions, c'est le moment. On n'a pas trop débordé, on n'est pas trop mal. On essaie toujours de faire un format d'une heure, mais bon, on a un petit peu dépassé. Donc, Bah, là, il faut profitez dire si que vous le avez des sujet était questions. quand même. Voilà, le sujet était gros, on l'a vraiment survolé, on aurait pu aller encore plus en profondeur. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que vous-même, vous alliez vous renseigner, que vous ne preniez jamais pour argent comptant ce que vous pouvez voir sur Internet, que ce soit nous ou d'autres vidéos. C'est important de vous informer, mais de vérifier les infos par vous-même. C'est dans ce cadre-là que moi-même, je suis une grande conspirationniste. C'est-à-dire que dès qu'il y a une théorie du complot qui sort, je suis la première à aller me renseigner pour savoir si elle tient la route ou si elle ne tient pas la route. Parce que j'en parlais tout à l'heure. Et je fais la même chose pour tout, en fait. Pour toutes les choses, tous les sujets. Bon, après, moi, je suis assez insupportable hein, pour les gens qui m'entourent parce que dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse, il faut tout de suite que j'aille regarder, que j'aille chercher. D'ailleurs, il y en a qui en jouent des fois, qui me lancent sur un truc comme ça, ils savent que je suis obligée d'ouvrir l'ordinateur et d'aller chercher parce que c'est plus fort que moi. Il y en a qui sont accros au sucre, moi je suis accro à la connaissance. Au moins, ça ne fait pas de mal à mon corps. Marie-Odile nous dit qu'il faut vraiment faire les bons choix pour notre assiette et notre santé. J'en profite pour te redire bon anniversaire Marie-Odile, tiens au passage. Bon anniversaire, Comme ça Marie. restera dans les annales. On se rappellera qu'aujourd'hui nous sommes le 30 septembre 2020 et que nous avons donc fait ce live avec vous les amis. Merci beaucoup. Très vite, bon, vous pouvez retrouver le live sur Facebook, on ne va pas le retirer, mais très vite, on va le mettre sur YouTube pour que vous puissiez vraiment le partager, même aux gens qui n'ont pas Facebook, du coup, parce que voilà, là, pour l'instant, jusqu'ici, c'était restreint. Donc, on va ouvrir notre chaîne, on va mettre les lives. Donc, les lives, la série La mort dans l'assiette, c'est sûr et certain. Et petit à petit, je remettrai ce qu'on a fait l'an dernier sur cette chaîne YouTube de manière à ce que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Nathalie, le mot de la fin. Prenez soin de vous, bordel. Qu'est-ce
que vous voulez que je vous dise? Prenez soin de vous, bordel. Vous n'imaginez même pas la tête que je peux faire quand je fais des courses dans un supermarché et que je vois le caddie des gens. Et surtout les choses qu'on donne aux enfants. Mais bordel, on est tous responsables de notre santé. Et ne faites, comme disait Gaëlle, ne faites pas confiance de prime abord à tout ce qu'on vous dit. Vérifiez minimum toujours au moins 3 sources. Croisez les informations. Soyez vigilants. Faites preuve de discernement. Et puis, mais merde, prenez soin de vous, quoi. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Très belle soirée à tout le monde. À très bientôt. Rendez-vous dans 15 jours. On sera le mercredi 14. Yes. Voilà, je crois, mercredi 14 octobre pour l'épisode 2. Tu as déjà le sujet, Nathalie? Il a encore un an à coucher dehors et je ne me suis pas penchée dessus. Donc, épisode 2, encore un an à coucher dehors. Voilà. Le 14 octobre. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.